merci d'être avec nous ce soir pour la conférence Extia sur la sécurité des systèmes d'information. On vous a promis un beau panel, et regardez sur ma droite, il y a de très très beaux speakers. D'abord, merci à tous les participants d'être venus nous écouter ce soir, enfin d'être venus les écouter ce soir. Bravo à la communauté Extia qui est toujours aussi soudée. Bravo aux clients de se mobiliser en semaine malgré la neige. On a de la chance, il n'y en a pas trop aujourd'hui. Pour parler de ces sujets. Alors, à ma droite, je vais vous présenter les speakers un par un. Je commence par Benjamin, notre hôte. Benjamin qui, d'abord entrepreneur, a rejoint le monde du conseil en 2003 dans diverses structures, et puis est arrivé chez Extia en 2012 en qualité de directeur de la BU et de la DSI. Il est membre du comité de direction et occupe depuis mai 2018 le poste de directeur des opérations groupe. Bienvenue également à Virginie, Voice of the CTO, Gemalto, ça c'est une sacrée responsabilité. Alors, titulaire d'un doctorat en physique des matériaux, excusez du peu, a travaillé au commissariat à l'énergie atomique, a travaillé chez Gemalto depuis 18 ans, on en parlait tout à l'heure. Elle a été impliquée dans des groupes de travaux sur divers sujets. Elle est membre d'un OSBL, un organisme sans but lucratif sur la standardisation. Elle intervient dans des formations de pointe chez les Gazar, je crois, et au CNRS, sur des universités d'été. Donc je pense que si on a autant de choses à dire sur la cybersécurité que sur votre capacité à vous organiser, il y aura pas mal de choses à dire. Bravo. Paul-Olivier Gibert, président Digital and Ethics, spécialiste des enjeux économiques et financiers. Il est passé par la Banque fédérale des banques pop, AMF, puis à G2R où il occupera les fonctions de responsable de la sécurité. Il a fondé en 2012 sa société Digital et Éthique. Julien Richard, là-bas avec une très belle cravate, on te remercie, qui a occupé diverses fonctions sur le développement commercial de plein de sociétés et qui du coup travaille aujourd'hui chez BSI Group et est en charge, donc est responsable des ventes pour la partie système, certification et solutions depuis 2016. Je ne me trompe pas? Magnifique. Pour ce qui est pour entrer un peu dans le sujet, on a fait un call il y a 2 semaines pour préparer un petit peu notre intervention. On a évoqué plusieurs sujets. On a évoqué d'abord le fait que la cybersécurité, il n'y a pas de règle magique. Il y a un sujet stratégique, par contre, mais il y a plusieurs scénarios en fonction de la société dans laquelle vous vous trouvez. Évidemment, quand on parle de cybersécurité, on parle aussi de sujets réglementaires et de compliance, puisque du coup, la réglementation est riche. Chaque année s'ajoutent de nouvelles circulaires, de nouveaux décrets, de nouveaux règlements, le GDPR étant un des derniers. On a également identifié le fait que la cybersécurité, ça devait rimer non pas seulement avec le fait d'être compliant à des règles, mais également avec un sujet de création de valeur. Mieux protéger, c'est peut-être mieux croître en tant que société. Et puis enfin, on a identifié divers sujets sur lesquels on allait pouvoir peut-être faire des cases avec vous, avec les speakers, pour répondre à des questions extrêmement pratiques sur les sujets de mailing, de data scrapping, de tous ces sujets qui, quand on doit prendre des décisions et développer une boîte, peuvent se poser. Voilà. Également, évidemment, n'hésitez pas, tout au long de la conférence, ce ne sera pas qu'à la fin, vous pouvez nous poser des questions, vous levez la main, on vous donnera un micro, n'hésitez pas. D'ailleurs, on va peut-être faire un truc pour commencer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme profil un peu dans la salle? Est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt du monde du droit, vu que la cybersécurité, ça touche un peu au juridique? Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Moi. Très bien, bravo. Bravo à vous, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt IT, tech? D'accord. Et tous les autres, du coup, j'imagine que vous êtes sur les segments plutôt opérationnels, et puis il y a quelques consultants, mais il y a aussi sur les segments opérationnels, j'imagine. Est-ce qu'il y a des gens qui font un métier bien particulier qu'on pourrait intégrer dans la conférence et qui souhaitent lever la main et prendre la parole sur un sujet, un métier, type DRH, type... je sais pas. Ok, oui, parce que voilà, je vois Emmanuel là-bas. Oui, Emmanuel, on t'avait vu, on te donnera le micro, c'est promis. Voilà, donc premier sujet, je vous l'avais dit au moment de la présentation, un sujet stratégique de multiples scénarios, avec comme petite introduction le fait qu'une PME et un grand groupe vont certainement pas aborder le sujet de la même façon. Donc du coup, la première, identifions ensemble peut-être avec les différents speakers à ma droite, ces sujets adressés en fonction de la taille. Peut-être que, Benjamin, je crois que toi tu connais bien le sujet sur Extia, donc une boîte de 2000 personnes, donc c'est mid-market, c'est top.
et comment vous avez adressé ce sujet? Bonsoir. Donc effectivement, Extia, on va dire à peu près 1200 personnes, dont 5 et 600 sur le périmètre certifié. Une activité de conseil, donc beaucoup de personnes qui ne sont pas sur le site, mais détachées chez les clients. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour nous sur la partie grande entreprise. Ça a rappelé des souvenirs à certains d'entre vous. Une petite spécificité, même deux, on vient d'un monde où la culture agile est très forte. Interaction avant process, ce qui veut dire que au moment où on part sur l'ISO 27001, on se pose pas mal de questions sur ce que ça va impliquer dans nos process, dans notre organisation, dans la manière dont on vit l'entreprise. Et puis une entreprise qui grossit très fortement, je prends souvent cet exemple pour la blague, mais quand je reprends la DSI en 2012, les télécoms Dexia, c'est une Freebox. Donc on partait quand même d'assez loin, beaucoup de croissance, et la DSI était déjà en train de pousser assez fortement pour rattraper le retard de la croissance de l'entreprise. On va dire le contexte. La première question qu'on s'est posée au moment de 27001, c'est ok, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on attend de nous? Moi je l'avais pris un petit peu, pas à la rigolade, mais en disant bon, ça va être simple, on va rajouter un firewall, un peu de SSL à droite à gauche, on va faire 2-3 trucs à la DSI, et puis c'est bon, ça va se passer tranquillement. Et puis finalement, ce n'était pas du tout le cas, parce que déjà le périmètre est beaucoup plus large que juste l'IT, et puis c'est beaucoup plus complexe que simplement la sécurité informatique. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a cherché à recruter quelqu'un qui avait la compétence 27001 pour venir nous aider et prendre le job de RSSI. On a cherché aussi un peu de conseils sur d'autres entreprises qui pouvaient avoir vécu la certification 27001 pour essayer de répondre à quelques questions. Est-ce qu'on va suffisamment loin? Est-ce qu'on va pas assez loin? Comment il faut interpréter telle ou telle chose de la norme? On a passé énormément de temps à cartographier nos activités, à faire des analyses de risques. Je me suis dit que j'allais vous donner quelques chiffres. 13 métiers, 255 risques analysés. Énormément de travail pour comprendre déjà ce qu'on faisait, où étaient les risques, quels étaient les impacts potentiels en termes d'image, de finances, de règlement, d'écologie que pouvaient avoir nos activités, pour savoir ce qu'il fallait faire sur le 27001. On a mis en place une gouvernance dédiée, et puis après on a travaillé pendant 18 mois, donc 18 mois pour réussir à obtenir la certification entre le moment où on décide d'y aller et le moment peut-être 20-21, quelque part par là, pour réussir la certification. Donc par rapport à ta question, sur la partie grande société, énormément de travail. Je pense que sans renfort externe, sans conseil sur les premières étapes, c'est clair, on partait dans le mur. On partait sur une vision IT vraiment étroite. En fait, il fallait aller prendre les enjeux beaucoup plus en amont que simplement la question de la sécurité. Donc si je récapitule, une grande réflexion avant sur l'impact que va avoir la réflexion vis-à-vis du métier, savoir s'entourer avec les bonnes personnes, une gouvernance dédiée pour un projet qui va vivre, et derrière prévoir un petit laps de temps de travail avec un peu de boulot derrière et acheter d'autres box pour Internet. Ok. J'imagine, Paul Olivier, que sur la partie bien s'entourer, c'est pas toi qui vas nous dire le contraire. Tu accompagnes des sociétés dans cette réflexion. Tu vois un patent, une façon de faire qui émerge sur le traitement justement de cette question de la cybersécurité. Est-ce que finalement Benjamin, avec Extia, s'y est pris de la façon que toi tu identifies, que toi tu vois au quotidien, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres problématiques de taille. Extia, c'est une belle histoire. C'est aussi une entreprise qui a mis peu de temps pour atteindre cette taille. Donc il y a toutes les problématiques de croissance. Et ce qui est vrai, qui est un point commun, c'est que faire de la cybersécurité, c'est pas qu'un problème technique IT. Il y a une société qui a été sanctionnée par la CNIL, qui n'est pas Google, c'était avant. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont été attaqués, ils ont eu des pertes de données. En fait, la faille qui a été utilisée était une faille qui était
Oui, mais c'est fait exprès. C'est pour que le fond me suive. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si je fais des efforts pour parler sur le micro, est-ce que vous m'entendez au fond? Non, on peut pas faire avec le micro. Donc c'est une société qui a été victime d'un data breach, donc de perte ou d'atteinte à des données à caractère personnel, qui a été sanctionnée assez lourdement. Et en fait, la bêtise qui a été utilisée, parce que c'est pas une faille technique, c'est tout simplement que les codes d'administrateurs qui étaient utilisés en interne étaient les mêmes que ceux qui existaient pour l'application mise à disposition des codes open source. Donc effectivement, c'était assez facile de casser le système en faisant des copies-colles très simples. Donc le firewall n'aurait servi strictement à rien là. Donc il y a des trucs, tout ça, qui sont la sensibilisation, le fait de faire attention. Et donc, effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas que purement technique, et c'est un des grands points de la norme 27001, que d'insister sur cette diversité de dimensions et la nécessité de manager la sécurité des systèmes d'information. Puisque vous brûlez d'impatience qu'on parle de la norme 27001 et que vous expliquez ce que c'est, pour ceux qui sont... pour ça. Voilà, c'est ça. On y reviendra après, ne vous inquiétez pas, on va prendre un moment pour en parler. Virginie, tu nous disais également sur le sujet petite boîte, grosse boîte, il y a un sujet qui a beaucoup d'impact sur la cybersécurité, c'est tout ce qui est internalisation et externalisation de certaines fonctions, de certains sujets. Il y a tout ce qui est cloud, il y a tout ce qui est on-premise, il y a tout ce qui est... Enfin, tous ces sujets-là. Peut-être qu'on peut revenir un peu dessus, du coup, sur ce sujet internalisation, externalisation, les impacts que ça a sur les risques et la gouvernance. Oui, alors pour revenir un peu sur les basiques de la sécurité, pour ceux qui ne sont pas versés finalement dans la définition, comment est-ce qu'on fait pour faire de la sécurité? La sécurité, c'est définir un périmètre. Je reviens à la question. Mais évidemment, quand on a un SI qui est un peu dispersé, parce qu'on externalise, parce qu'on a des forces de travail qui sont à l'extérieur, parce qu'on a décidé de porter dans le cloud une partie de ses applicatifs, on se retrouve avec un périmètre qui est un peu élargi. Et un des enjeux, c'est évidemment de le connaître, de le protéger. S'il est un peu éloigné, donc, comme dans le cloud par exemple, c'est de pouvoir le monitorer de manière très précise. Donc, voilà. Donc ça fait partie aussi des différences qu'il va y avoir entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Même s'il y a beaucoup d'entreprises qui basculent beaucoup dans le cloud public, donc, qui vont aller mettre leurs assets, éventuellement leurs services principaux dans le cloud, ça va être une tendance très forte dans les petites entreprises. Elles vont systématiquement faire appel à de l'externalisation parce qu'elles ne sont pas taillées pour avoir un service informatique assez costaud. Voilà. Donc ça veut dire aussi que dans les petites entreprises, il n'y a pas forcément un interlocuteur garant de la sécurité. Et c'est là en fait où on va faire face à quelques problèmes, parce que la sécurité c'est de la technologie, du savoir-faire, de la gouvernance. Et voilà, dans les petites entreprises, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. On a une RH au fond qui pourra dire que le recrutement de profils de personnes qui connaissent la sécurité, c'est pas quelque chose qui est facile. Il n'y a pas beaucoup de diplômes pour faire de la sécurité. Beaucoup de personnes ont appris sur le tas. Donc voilà, ça fait partie des problèmes. Dans les grandes entreprises, c'est souvent mieux structuré. Enfin, c'est ce que tu viens de nous expliquer finalement, qu'une entreprise qui a des moyens, de l'ambition et qui a à cœur aussi d'avoir la sécurité et une certification sécuritaire, va mettre les moyens et s'organiser correctement. C'est vrai que le cloud, qui est le cœur maintenant d'un monde très numérique, qui est le cœur déporté des entreprises, fait partie des choses qu'il faut vraiment surveiller, qu'on soit petit ou grand. Et pour les gens qui sont dans la salle, à qui il y a beaucoup de startups ou de boîtes, au sens même de très très grosses boîtes mondiales créées par Bill Gates ou pas, qui proposent justement de mettre plein de choses sur le cloud, vu que toi tu as vraiment l'aspect techno, quels impacts ça... Enfin, est-ce que quand on te vend une solution cloud pour toute ou partie de tes data, est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce qu'il y a un ou deux trucs déjà qu'il faut un peu prévoir à la base ou demander à celui qui est en face de toi et qui te dit ma boîte elle est trop bien, elle te propose un outil qui va te faire gagner plein de temps, il faut juste le mettre sur internet. Est-ce qu'il y a des choses à lui demander à ce monsieur ou à cette dame? Donc il y a plusieurs choses en fait, je pense, quand on fait appel comme ça à un service extérieur. C'est déjà de savoir si c'est dans le cahier de description de la solution, on trouve des indices d'une connaissance du métier de la sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a le sujet de la sécurité pour décrire la solution et traiter?
Bon, c'est pas parce que c'est traité que c'est bien fait, mais c'est un premier indice. Le deuxième indice, en fait, c'est aussi, est-ce que c'est une société qui a des certifications, justement, et qui a été reconnue d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, la NSSI, qui est en fait l'entité qui protège, qui tente de protéger l'économie, et l'économie numérique en particulier, donc qui reporte au Premier ministre, est une entité qui essaye de mettre en place des certifications, des visas, en fait, pour des fournisseurs, pour des freelancers, on va dire, qui pourraient accompagner des déploiements de nouvelles solutions. Et donc, il y a toute une gamme, on va dire, de certifications, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails là, mais en tous les cas, avoir un visa de la NSSI, ça peut être aussi un bon indicateur que le sujet sécurité a été traité ou tente d'être traité par cette entreprise. Dans tous les cas, il y a quand même une diversité de solutions aujourd'hui. Enfin, moi, j'essaye d'accompagner certaines startups en fait, sur le sujet de la sécurité. Je passe souvent après le gars qui va faire du conseil sur le business model, la personne qui va utiliser la comptabilité. Les investisseurs. Les investisseurs, évidemment. Donc moi, je passe vraiment dans les derniers sujets de priorité, sachant que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, une bonne sécurité, elle se fait dès le départ du concept du produit. Donc ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas égal face à la sécurité, face aux soins qu'on va donner aux solutions qu'on propose numériques. Alors la culture de la cybersécurité, on en parlera après. Ce sera le cornerstone des sujets réglementaires pour expliquer les normes. Mais avant ça, je crois que tu voulais parler de tout ce qui ne concerne pas la culture, puisque ça concerne les objets avec les IoT. Alors, là, pour le côté IoT, donc IoT, objet connecté, hein, donc là, quand je vous parle d'IoT, le sujet, je pense, qui est intéressant pour les petites et les grandes entreprises, sont les petits objets connectés. Hein. Je ne parle pas des voitures autonomes qui seraient plus des machines, voilà, des choses comme ça. Donc le sujet IoT, c'est un sujet qui vient très fort, sur lequel il va y avoir de la collecte de données qui va être faite, de la collecte de données parce que l'objet connecté, il est là essentiellement pour rapatrier de la donnée et pour générer en fait des décisions de business pour les solutions en question. Donc, par exemple, vos montres connectées, votre thermostat connecté, enfin tout ça. Aujourd'hui, petites et grandes entreprises, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que la plupart des objets ne sont pas sécurisés. Enfin, les objets en eux-mêmes ne sont pas sécurisés. Donc ça, en tous les cas, c'est identifié par l'industrie technologique comme étant un gros risque en termes de sécurité. Et là, égalité, grosse boîte, petite boîte. Et on a beaucoup entendu parler d'Airbus ou d'Altran ces derniers jours, mais on avait aussi entendu parler il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, la méga attaque à coup de je ne sais pas combien de centaines de milliers d'objets connectés chez les gens puisque les constructeurs n'avaient pas inclus n'avaient pas prévu ça justement, et que sur des appareils connectés peuvent remonter la donnée. Heureusement, il y a un sujet, peut-être on peut s'attarder dessus 2 secondes, on n'en avait pas parlé, Paul-Olivier, mais il y a un sujet d'éthique finalement là, avec la remontée des données, les objets connectés. Si demain, mon assureur sait que j'ai pris 5 kilos avec ma balance connectée, je vais payer plus cher mon assurance. S'il sait d'une façon ou d'une autre que je suis du club chez moi, je vais payer plus cher mon assurance. Il y a un sujet éthique là. La réponse est doublement oui. C'est que l'assureur, lorsqu'il aura accès à une information qu'il donnera. Alors, pour l'assurance, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a 2 positions. Il y a une position qui consiste à dire on va individualiser les primes, donc ce que l'on paye à l'assureur, en tenant compte des risques présentés par la personne. Donc quelqu'un qui est comme maladie, qui est trop vieux, trop fumeur et trop gros, c'est pas forcément très bon pour lui. Ce que disent aussi beaucoup d'autres assureurs, c'est que leur utilité sociale, c'est pas de faire du prix sur mesure et de demander de l'argent aux gens qui ne viendront jamais la réclamer. Il y a un principe qui est le principe de mutualisation des risques, qui fait qu'il faut qu'il y ait une certaine dose d'incertitude et de la connaissance des risques, de façon à ce que l'assurance puisse avoir une utilité sociale qui justifie sa rémunération. Alors ensuite, effectivement, il y a des sujets éthiques. Pourquoi ? Parce qu'on a un degré de connaissance plus fin que l'on n'avait pas auparavant. Là, j'ai un bracelet connecté qui calcule le nombre de pas que je fais par jour. Et le problème avec mon généraliste, c'est qu'il trouve que je marche trop. Mon assureur n'est pas au courant. Donc c'était quelque chose qui n'était pas forcément visible avant, qui le devient.
Et effectivement, c'est comme quand on a de nouveaux outils, de nouvelles questions, se pose la question de leur bon usage, et c'est typiquement la problématique de l'éthique. Ensuite, si on est qu'en face de l'éthique, on peut repartir de Nicomed pour s'arrêter à Spinoza, et puis parler d'éthique et d'entreprise. Donc ça peut être un très très long sujet. On fera la troisième bouteille de champagne tout à l'heure, il n'y a aucun problème, c'est légal et langue. Il faut tenir jusqu'à 3-4 heures si on veut simplement ébaucher le sujet. Tout le monde a été prévenu, ne t'inquiète pas. Parfait, donc on a regardé déjà quelques applications extrêmement opérationnelles, hein, donc l'outsourcing de certains sujets, le cloud, l'internet des objets, la différence entre un grand groupe et un petit groupe, et maintenant du coup un clou du spectacle, et il y a d'autres sujets derrière évidemment. On va parler un petit peu des sujets réglementaires, puisque c'est eux qui drivent derrière, c'est la norme, ça c'est un sujet de philosophie, c'est la norme en l'occurrence sur ces sujets qui vient impacter le marché et comment les gens vont bosser. En quoi, Julien, on n'a pas encore parlé ensemble depuis le début, en quoi les normes, par les principes qu'elles apportent, elles sont utiles en cybersécurité? Vous avez 2 heures. Question de repasser plaque, c'est pas désagréable. Alors, déjà la question c'est est-ce que les normes sont utiles en cybersécurité ou en sécurité de l'information? Parce que parler de cyber, c'est toujours un peu compliqué pour nous. Déjà parce qu'en effet, comme Benjamin disait, sur les 255 risques, à mon avis, je ne sais rien, mais il y a une partie de risque IT dont on pourrait corréler au cyber, et puis une grande partie qui n'est pas proprement dit au cyber, et pour autant qui aujourd'hui représente l'essentiel des ports d'entrée en termes de pertes ou de menaces. Donc, pour répondre quand même à cette question, la question c'est de quoi on a besoin pour manager et se prémunir contre des attaques. Donc, dans ma formulation, il y a déjà une partie de réponse, il faut manager les problématiques cyber. Donc déjà, la question c'est de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut avoir une approche à proprement dit nécessaire mais pas suffisante technique? La réponse c'est non, puisque la réalité aujourd'hui, on se souvient de ces groupes comme Altran, comme Google, comme Saint-Gobain ou comme d'autres qui ont dû, j'ai curieux de savoir le nombre de millions d'euros qui ont investi dans la cybersécurité, ont eu des incidents, c'est qu'il y a derrière d'autres problématiques qui sont organisationnelles. Donc, si je devais apporter une réponse, non pas parce que le BSI est aussi normalisateur et donc gérer culturellement, on croit vraiment au bénéfice des normes, c'est qu'il faut surtout savoir quelles sont les menaces qui pèsent sur l'organisation, s'en prémunir autant qu'on puisse. Mais quand il y a même des incidents, c'est pas problématique parce que le risque zéro n'existe pas, c'est surtout être résilient face aux incidents. Donc là, on rentre dans des logiques plutôt organisationnelles et on parle plutôt en général de résilience en matière de cybersécurité. Et ça, ce sont des outils qui peuvent permettre une organisation par un cadre qui s'impose, parce que la norme n'est pas là pour faire peur ou traumatiser. Hein. Chez des gens d'extra ici, je pense qu'ils se portent pas trop mal après la certification. Donc on ne traumatise pas. Peut-être c'est dur à implémenter, mais... On a eu quelques cas, mais ils n'ont pas sauté sur quand même. Donc généralement, c'est perçu comme ça d'ailleurs à tort, mais c'est surtout une démarche qui a vocation à pousser l'organisation à apprendre sur elle-même et à apprendre aussi de son environnement. Alors ça reste très général ce que je dis, mais clairement, c'est beaucoup plus efficace parfois de faire ça que d'investir des millions d'euros dans des firewalls ou autres, parce que $1 million peut être décomposé peut-être aussi en plusieurs actions séparées sur des process tout aussi importants, qui apparaissent peut-être comme secondaires aujourd'hui, mais pour autant qui sont l'essentiel aujourd'hui des processus attaqués. Et pour rebondir sur ce que tu dis, avant de rentrer sur une des normes super importantes que tu expliqueras, et pour pousser le vice un peu, est-ce que les normes vont assez loin aujourd'hui? On parlera de l'avenir à la fin de ce sujet réglementaire, sur le calendrier des choses qui peuvent arriver, mais tu dis, bon, il y a plein de trucs qui existent en termes tech, en termes réglementaires, mais Airbus et Altran, ça ne les a pas sauvés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la norme, l'obligation, l'incentive qui est un peu la matraque en réalité qu'on met sur le dos des entreprises en demandant d'être compliant. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que le contexte réglementaire est pertinent vis-à-vis du risque? Alors, le contexte réglementaire évolue, on en parlera peut-être un peu après aussi du RGPD, à une vitesse exponentielle, parce que, entre des symboles comme par exemple l'hébergement de données qui fait qu'aujourd'hui, dans le droit français, des normes ISO sont citées. Il faut savoir que la norme en France n'a pas de très bonne presse, n'a pas de bonne presse d'ailleurs pour information. La France est un des mauvais élèves, j'allais dire, de l'Europe en nombre de certifiés. Donc, on est très heureux d'avoir des ambassadeurs
ambassadeur comme Extia pour véhiculer aussi ce type de message, parce que c'est difficile de parler de normes en France. Je crois que c'est clair. Ceci étant dit, la réglementation évolue beaucoup. Je pense parce qu'on est dans une économie aussi qui l'impose. Maintenant, la réglementation a la vocation parfois à faire que ça devient un mal nécessaire, parce que ça va apparaître dans l'appel d'offres. S'il faut passer par là, très bien. Maintenant, la vocation d'une norme n'est pas simplement de dire on a un certificat. Une entreprise peut être certifiée, une autre peut l'être aussi, c'est pas pour autant qu'elles sont aussi volontaires et efficaces. Donc là-dessus, c'est compliqué d'y voir clair. Les entreprises dont tu parlais, pour certaines d'entre elles sont clairement certifiées. Ça n'engage en rien de ce qu'elles en font. On parle de maturité. D'ailleurs, là-dessus, il y a des référentiels qui permettent de mesurer la maturité des systèmes de management. Il y a aussi donc d'autres paramètres à prendre en compte pour, à un moment donné, se différencier, créer de la valeur ajoutée. Donc là, la réglementation en soi n'est pas un gage du tout de sécurité. Ce sont les organisations qui transforment, je dirais, un outil qui est mis à leur disposition en quelque chose d'efficace. Et d'ailleurs, sur ce point, la certification ne juge pas de ce qui a été implémenté. On n'a pas jugé de la manière dont, par exemple, Extia ou d'autres ont implémenté, ont construit leur système. On juge du fait qu'ils contrôlent des paramètres qui sont essentiels à contrôler au vu de leur activité. Donc, ce qui sous-entend que certaines entreprises peuvent avoir plus ou moins bien implémenté, peuvent peut-être plus ou moins, peut-être pas suffisamment investir, donc ça dépend aussi des volontés des dirigeants. Donc la certification n'est pas du tout un gage en soi suffisant de sécurité. C'est l'organisation qui après fait quelque chose au cours du temps. Et d'ailleurs, l'épreuve du temps, souvent les certifications peuvent être annulées, les certificats peuvent être suspendus. Donc c'est aussi des facteurs comme ça qu'il faut suivre au cours du temps pour savoir si la certification est efficace. Donc si je résume, c'est la norme c'est bien, mais il faut que le relais soit pris par l'organisation, donc la culture d'entreprise, et derrière évidemment que ça colle avec la techno. Le trio gagnant. ISO 27001, tu nous avais préparé quelques chiffres pour nous parler de cette référence de marché sur la cybersécurité. Alors en deux mots déjà, pour nous autres qui ne sommes pas experts, qu'est-ce que c'est? Ça concerne quoi exactement? Et aujourd'hui, quel est l'état du marché? Tout le monde l'a, tout le monde ne l'a pas? Alors, déjà, historiquement, on parle d'ISO 27001, il faut savoir que l'ISO, c'est beaucoup de sujets. C'est un point important parce que historiquement, l'entreprise, c'est pas que la sécurité de l'information. Aujourd'hui, on parle vraiment d'intégration des problématiques qualité environnementale, santé, sécurité de l'information. C'est une démarche intrinsèque à l'économie qui a été développée en partant de l'idée que l'État ne peut pas contrôler. D'ailleurs, on va parler ça de sujet. Elle n'a pas les moyens objectivement, et ce n'est pas son métier d'ailleurs, de contrôler, je dirais, les organisations. C'est aux organisations d'avoir la responsabilité par rapport à ce qu'elles veulent véhiculer ou transmettre. Et surtout, elles veulent survivre dans un contexte économique compliqué, de menaces et autres. Donc c'est un outil pour que l'organisation ait son destin en main. Deuxièmement, c'est un outil aussi pour que les organisations puissent se communiquer entre elles. Une norme ISO a vocation à ce que demain, d'autres clients certifiés, pas forcément sur la 27001, ne se poseront pas 25 fois la question avant de se dire est-ce que Extia est une entreprise, par exemple, peut-être, je ne vais pas dire plus responsable, c'est pas le bon terme, en tout cas qui a osé peut-être aller plus loin que d'autres. Donc historiquement, il y a aujourd'hui des dizaines de normes ISO. La France est un des pays les moins certifiés au monde sur toutes les normes ISO. Pour vous dire, il y a à peu près, sur la mer de toutes les normes, on dit souvent l'ISO 9001, il y a à peu près 3 millions de certifiés dans le monde, à peu près 10 000 et 15 000 en France. Sur l'ISO 27001, on part de loin. Il y a 5 ans, il y avait à peu près 70 certifiés. Plutôt CAC 40, il y a 10 ans, enfin, il y a 5 ans? Non, même pas. Les grandes entreprises, globalement, pour des raisons, je dirais souvent très morales, il est difficile d'accepter qu'il y ait une ingérence extérieure, peut-être moins facilement pour une start-up qui va avoir une forme d'agilité ou culturellement. Donc c'est compliqué d'accepter aussi que quelqu'un va aller juger d'un processus, d'une organisation. On se dit qu'il va nous juger, on va nous sanctionner. Non, on est dans des démarches qui sont d'amélioration continue. Et d'ailleurs, très souvent, il faut savoir que une norme ISO a vocation à permettre à une organisation de franchir des choses qu'elle ne pourrait pas faire par elle-même, si ce n'est parce que moi, personnellement,
j'ai du mal à avoir un regard sur moi-même. Donc, la Société Générale s'en souvient par exemple encore, pour prendre des exemples. Est-ce qu'à un moment donné, le grand débat, est-ce qu'ils savaient, est-ce que le processus était différent? La réalité d'un incident, c'est que, évidemment, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne met pas en place ce processus, sauf si on a fait une analyse de risque. Donc la base du norme ISO, c'est ce qu'a fait ISCA, par exemple, c'est faire une analyse de risque approfondie, interne, externe, donc qui évolue en fonction des paramètres externes de son environnement, qui est en perpétuelle évolution. Toutes les normes ISO sont structurées sur la même base. Donc la garantie de la certification, c'est garantir que l'entreprise a pris conscience que les risques sont mouvants et qu'elle doit agir en fonction, et en particulier comprendre quand il y a des incidents, qu'un incident peut survenir à un endroit et à un autre endroit. S'il survient à plusieurs endroits simultanément, il faut le savoir, en faire une analyse et en tirer des conclusions. Donc c'est une démarche qui a vocation à, encore une fois, être résilient. En termes de chiffres, on a des éléments très tangibles, il y a des enquêtes qui ont été faites, je vous donne quelques exemples comme ça au lance-pierre. Donc au bout de 3 ans d'entreprise certifiée ISO 27001, c'est des moyennes, plus de 51% observent une baisse importante du nombre d'incidents qui ont pu survenir. D'autres, augmentation de la compétitivité à 62%. Certaines, en particulier dans des marchés sensibles, une augmentation du RTO suite à des incidents. Donc c'est aussi des facteurs importants économiquement. Autre exemple, évidemment, fondamentaux, augmentation de la confiance et de la satisfaction client à plus de 48%. Et évidemment, un point essentiel, l'augmentation de la compétitivité. Entre une entreprise certifiée et une autre, c'est plus de 75% de décalage et de possibilité de participer à de plus nombreux appels d'offres entre une entreprise qui l'est et qui ne l'est pas sur une même période de temps. Donc il y a des éléments très concrets. Évidemment, ce n'est pas pour autant que c'est la panacée. On ne dit pas qu'il faut obligatoirement être certifié. En parlant de ça, c'est toi en plus qui est en charge du développement commercial, donc tu connais les chiffres. Il y a 5 ans, il y en avait 70, aujourd'hui il y en a combien? Alors, je vais vous donner les chiffres pour la France, mais c'est pas... Alors, il faut savoir qu'au niveau global, on est sur des bases importantes. Je vous donne un exemple. En 2006, il y a à peu près 4 000 certifiés mondialement. On a 40 000 aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même croissance que pour d'autres référentiels. Donc, l'explosion. Les continents, j'allais dire, en croissance forte là-dessus sont plutôt les zones Amérique du Nord, Asie, de manière générale. En même temps, parce que l'État est peut-être dans des logiques un peu moins de contrôle de son économie. Et par contre, en France, pour vous donner une idée, par rapport à l'Europe, en 2006, il y avait 5 certifiés. 94 en 2013, on arrive à 342 en 2017, attendu à peu près 500 fin d'année. Par contre, ce qui est très bien pour ces pays-là, mais la Grèce, je fais des comparos économiquement, on est aujourd'hui à 727, la Hongrie 472, l'Espagne 803, la Roumanie 440. Donc, on ne peut pas avoir 2 étoiles dans toutes les catégories. Non, mais c'est un problème de société. Donc, le RGPD est un accélérateur de ce point de vue-là. Les autorités ont pris conscience de certaines choses, mais par contre, culturellement, la difficulté, c'est faire comprendre qu'une norme n'a pas vocation à être contraignante, elle a vocation à permettre du changement. D'ailleurs, elles évoluent au cours du temps. Je pense que beaucoup ont connu la version 2005, le ISO 27001, ça en revient à la version 2013, et on aura d'autres après. Les normes évoluent au contact des entreprises, elles ne se font pas toutes seules dans une pièce, non, c'est quelque chose qui a vocation à s'imprégner de ce qui se passe sur le terrain, et non pas simplement d'une lubie qui sortirait de je ne sais plus. 2 questions extrêmement pragmatiques sur le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sorties des segments défense, sur des trucs comme ça, où forcément ce sont des marchés extrêmement sensibles? Est-ce qu'il y a des secteurs en France, sur ces 400 boîtes qui sont certifiées, qui sont plus demandeurs de certification? Est-ce qu'il y a des marchés qui prennent le lead, services, construction, hôtellerie, j'en sais rien, sur lesquels les boîtes elles ont été beaucoup plus rapides? C'est les marchés, en effet, où il y a beaucoup une démarche réglementaire qui s'impose au vu de la libéralisation économique, c'est-à-dire par exemple le marché du cloud. Clairement aujourd'hui, l'économie globale, les providers américains n'ont pas attendu son certificat pour beaucoup depuis très longtemps. La santé, j'imagine, peut-être? Alors oui, ça c'est l'exigence nouvelle depuis maintenant 1 an, fait que l'État impose une certification, donc c'est des facteurs qui accélèrent. Mais pour le coup, le secteur de la santé est un peu en retard. Parce qu'en tant que tel, avant, il y avait
en effet des règles qui existaient pour les hébergeurs de données de santé, mais elles n'étaient pas du tout aussi contraignantes que celles qui existent aujourd'hui. Donc le secteur médical, y compris, maintenant il y a des référentiels IoT médicaux qui sont en train de se développer aussi. Donc il y a un cadre réglementaire qui explose, qui fait que certains secteurs santé, en effet, cloud, hébergeurs... Finance? Alors finance, pas tellement. On entend beaucoup parler de FinTech, RedTech, etc. Parce que c'est une société qui a des ambitions aussi à l'international, à l'export. Les banques s'y mettent, mais il n'y a pas encore un cadre qui impose. Il y a des problématiques plutôt de continuité d'activité, évidemment de RGPD. Mais j'allais dire, c'est surtout la French Tech, si on parlait de la France, qui montre l'exemple en ce moment. Donc il y a beaucoup de startups, parce qu'à un moment donné, elles-mêmes sont dans une culture peut-être un peu plus ouverte, qui font par elles-mêmes cette démarche. Dans le secteur des RH, on en voit de plus en plus, dans des secteurs qui sont du développement de logiciels, de manière générale, software, SaaS, IaaS, voilà. Et ce n'est pas forcément des démarches imposées. C'est beaucoup d'entreprises qui sont dans une réalité économique, elles veulent aller à l'international, elles sont à Las Vegas aux événements comme ça, donc elles se confrontent à une réalité qui fait qu'elles se séparent complètement de ce qu'on leur dit dans leur pays, et elles font cette démarche long terme. On va y revenir après, mais du coup, la synthèse, c'est que si vous êtes avec des marchés type santé, tech et des marchés fortement exposés à l'international, que si vous êtes consultant ou si vous vendez un truc à ces gens-là, il faudra bien dire que vous êtes 27 000. RGPD, c'est différent parce que ça concerne tout le monde. Donc du coup, pour Olivier, c'est plus simple. Il n'y a pas de choix. C'est obligatoire. C'est obligatoire de chez obligatoire et, comme diraient des gens un petit peu plus jeunes que moi, c'est la mort qui tue. Qui n'a pas entendu parler du RGPD avant cette session, parce que tu as beaucoup cité ce terme. Alors, tu m'avais demandé d'introduire avec des exemples chiffrés. Premier exemple chiffré, tout le monde a entendu parler du RGPD et du GDPR. Deuxième exemple chiffré, tout le monde suit l'actualité et tout le monde a dû entendre parler de la sanction infligée par la CNIL à Google. Quel était son montant ? 50 millions d'euros. Non, dollars, c'est pas assez cher. Alors, pour la petite histoire, c'est plus que la totalité des sanctions financières imposées par la CNIL depuis qu'elle a ce pouvoir. Chiffre important, les sanctions que peuvent prononcer les autorités équivalentes de la CNIL, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça fait un peu plus pour Google que 50 millions du coup. Oui, alors la réponse de la CNIL, oui, mais c'est en proportion de la France par rapport à son marché. Bon, ça c'est le sujet. Donc globalement, la première des choses, c'est que ça coûte plus cher. Que contrairement aux normes ISO qui sont... Enfin, c'est deux choses très différentes. Les normes ISO, c'est un cadre que l'on choisit d'adopter pour avoir une reconnaissance sous la forme d'un certificat. J'espère que c'est une présentation qui n'est pas excessivement caricaturale. Bon, ça va. Alors, le GDPR, c'est différent. C'est une loi, et simplement d'origine européenne, qui vise à assurer la protection des données à caractère personnel. Et quelle est la finalité de cette réglementation ? Emmerder les entreprises ? Non. Pardon ? Protéger ? Oui, mais les données, ouais. Pourquoi on protège les données ? Parce que ça vaut de l'argent, parce que c'est une espèce en voie de disparition. J'ai entendu parler de droits de l'homme. C'est les droits fondamentaux. C'est un des droits, ça veut dire qu'effectivement, on considère, mais c'est pas neuf, ça date déjà des réglementations des années 80, puis de la directive de 95, on considère que les droits des personnes sur leurs données à caractère personnel, c'est-à-dire celles qui se rattachent directement ou indirectement à elles, c'est un droit qui est de même nature que celui que l'on a sur notre intégrité physique et sur les valeurs fondamentales. Donc on est dans une problématique qui est un petit peu différente, c'est bien qu'on rappelle que, on a toute personne qui traite des données à caractère personnel a des obligations de respect des droits et libertés des personnes et qui se traduit par une sanction financière forte si cette protection n'est pas assurée. Alors, il y a une dimension technique, effectivement, il y a des gens qui se font taper dessus parce qu'ils se font piquer des données. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, et c'est plutôt essentiel, il y a des problématiques liées à la finalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les données à caractère personnel n'importe comment. C'est-à-dire qu'on doit avoir une légitimité à les traiter,
Et c'est une question qui n'est pas forcément si compliquée si on s'est posé la question depuis quelques années, mais qui mérite d'être posée. C'est que tout traitement n'est pas possible. Et puis, il y a aussi un droit des personnes sur les données. C'est-à-dire qu'il y a un minimum un droit d'information, éventuellement un besoin de consentement, et puis des droits de retrait. C'est le droit d'opposition, et puis un droit qui est très intéressant, qui est le droit à la portabilité. Bien évidemment, tout le monde sait ce qu'est le droit à la portabilité. Vous l'avez exercé, madame, votre droit à la portabilité? Non? Vous n'êtes pas convaincu. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit à la portabilité? Je ne le prenais pas de manière personnelle. Le droit à la portabilité, c'est un des nouveaux droits qui est introduit par le RGPD et qui permet à toute personne d'aller voir tous les tenteurs de données le concernant, toutes les données que l'entreprise, par exemple, a collectées sur une personne, pour lui dire bah, c'est gentil, vous pouvez me donner, parce que dans un format qui soit utilisable, pour que je puisse les confier éventuellement à un autre opérateur. Ça visait les réseaux sociaux, mais ça peut tout aussi bien concerner les banques, en particulier lorsqu'il y a des éléments d'une collecte un petit peu comportementale, des organismes d'assurance qui doivent restituer ces informations, enfin pas ces informations, ces données aux individus. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger, ça ne change pas fondamentalement, on reste toujours dans la protection des droits et libertés des personnes, donc des droits fondamentaux. Il y a le rappel que c'est plus important dans la vie des gens, donc que ça coûte plus cher en termes de sanctions si on fait n'importe quoi. Et puis, il y a un certain nombre de nouveaux droits qui sont pour certains très intéressants, en particulier celui dont je viens de vous parler, qui est celui du droit, qui est le droit lié à la portabilité, et qui peut être très intéressant dans un monde où, en fait, on a des données, on a un gros problème, on parle de valeur des données. Le gros problème, c'est qu'il y a une inégalité forte sur l'accès aux données. On a des GAFA qui ont été construits dès le début avec des systèmes d'information qui étaient data-friendly, et qui donc se retrouvent avec des possibilités, des volumes de données à traiter qui sont tout à fait inimaginables. C'est-à-dire que les volumes de données que peut avoir... il y a quelques années, on était... je ne sais pas suivi ça, mais il y a quelques années, on parlait de Google qui mettait en réseau des fermes pour un total de 1 million de serveurs connectés, interconnectés. Je pense que maintenant, il va faire un petit peu au-dessus. Donc en fait, on a un problème d'asymétrie. C'est-à-dire, c'est un peu comme pour le pétrole. Tout le monde n'a pas accès aux données de même façon dans l'industrie. Donc il y a essentiellement les GAFA qui ont un accès à de gros volumes faciles à utiliser. Et en revanche, pour beaucoup d'autres acteurs, l'accès se fait de manière plus difficile. Et là, les intérêts justement de la portabilité, c'est de permettre une forme de rééquilibrage dans cet accès à la donnée. Virginie, Benjamin, on peut regarder un peu ce sujet avec vous. Virginie, déjà, quel impact ça a, ce sujet de portabilité, ce sujet RGPD sur une boîte comme Gemalto, une boîte historiquement tech, avec un marché, j'imagine, mainly B2B. Donc du coup, t'as pas quelqu'un qui vient remplir son profil et mettre des photos de lui. Donc qu'est-ce que pour une boîte comme Gemalto, ça a quoi comme impact? Alors oui, donc nous on fait du B2B, donc dans la régulation que tu évoquais tout à l'heure, ça veut dire qu'on fournit des outils pour pouvoir faire passer des données. Et donc on est aussi soumis à cette histoire de tracer des données, de savoir ce qu'on utilise. Voilà. Ça c'est pour le sujet, pour nos clients. Mais en fait on est aussi une grosse boîte, on est 15 000 personnes. Présents dans plus de 50 pays. Il y a des citoyens européens qui sont expatriés. Enfin, voilà. Donc, le problème RGPD, c'est aussi un problème interne. Et donc, du coup, on a fait des grands travaux. Même si on est une boîte qui fait de la sécu, qui est assez bonne sur tout ce qui est process en termes de sécurité, de suivi de flow, etc. En fait, on a repris le cahier de la régulation. Et on a commencé d'abord par avoir une organisation interne qui, ça commence par là, encore une fois, une organisation qui était capable de trouver des relais au sein de la boîte pour pouvoir dire, les gars, les filles, à chaque fois que vous allez construire une brique technologique dans laquelle il va y avoir de la donnée qui va passer, si vous savez déjà que cette donnée elle est de type sensible parce qu'elle correspond en fait à la donnée personnelle telle qu'elle est définie, parfois encore discutée, mais
définie. À ce moment-là, vous labellisez en fait cette brique technologique comme étant potentiellement sensible. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'était pour donner des indications aussi pour nos clients, pour qu'ils puissent savoir que les données qui passaient par ce canal-là, par cet outil-là, pouvaient être potentiellement sensibles. Donc on a aussi aidé nos clients à être compatibles à la régulation au RGPD. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On a une organisation, on a beaucoup de formations. La plupart de nos salariés sont passés par une formation à qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible, qu'est-ce qu'on en fait, tout ce que tu viens d'évoquer en fait. Hein. C'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est connu en tous les cas d'une grande majorité de nos salariés. Donc voilà, donc une organisation, un suivi, et alors il y a un impact qui est assez fort aussi, c'est la partie business. C'est-à-dire que maintenant, dans nos contrats avec nos propres clients, on clarifie cette partie que nos systèmes, puisqu'en fait on a aussi des services de nos clients qui sont hébergés chez nous, qui vont du coup collecter de la data des clients de nos clients. On clarifie avec chacun de nos clients le tracé de la donnée, la typologie de la donnée qui est véhiculée. Et ça demande aussi un travail auprès de nos forces légales et ventes. Encore une fois, une acculturation sur les enjeux. Donc en fait, ça a eu vraiment un impact à la fois chez nos ingénieurs R&D, notre organisation interne, nos sales et notre légal. Donc vraiment un gros impact. Donc là, maintenant, c'est bon, on est prêt. Voilà, mais c'est quand même un gros chantier. Chez Exia, vous êtes 2000, donc dans 6 mois, vous serez 15 000, donc le sujet vous fait passer Au comment? courant, il va falloir que tu fasses une page de Ouais, ce serait une bonne nouvelle. Donc la façon dont on a traité, c'est un peu comme tout à l'heure avec le 27 000 ans. Il faut repartir de la base, donc on a nommé un DPO, et le DPO et l'ensemble des équipes ont réanalysé tous les traitements qui étaient faits de l'entreprise, les traitements de data. Il y a un certain nombre de sujets où, par l'ISO, même avant, par conception, on avait déjà pas mal compartimenté les données. On faisait des revues sur la partie salarié, sur la partie client. Il y avait des choses qui existaient, qu'on a améliorées de manière à être certain de la conformité. Là, il y avait un sujet, pour moi, chez Exia, qui a été traité en grande partie par le recrutement. C'était justement sur les données liées aux personnes qu'on embauche. Parce qu'on avait à la fois des pratiques d'échange d'informations entre les différentes équipes, et également un outil qui était vieillissant sur la gestion des données des candidats. On en a profité pour développer un outil en interne qui dès le début a été conçu avec une logique liée au RGPD, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va informer le candidat qu'il rentre dans nos bases de données, que ce soit automatisé. Comment est-ce que on va traiter ces dossiers tout au long, quelle rétention on va avoir de ces informations, comment est-ce qu'on va traiter le fait qu'à un moment donné, il ne veut plus être sollicité par Exia, on va le retirer de nos bases. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail qui a permis de nous mettre en conformité, et puis qui a permis aussi, puisqu'on a refait l'outil, de développer fortement cette partie recrutement, qui est un outil qui marche vraiment très bien, qui permet également du coup d'accompagner la croissance de l'entreprise. Avec ça, on va atteindre les 15 000. Merci moi. D'ailleurs, question bête, je ne sais pas du tout. Le DPO, donc le Data Protection Officer, qui fait partie du règlement européen, c'est quoi la taille minimum de la boîte? Toutes les boîtes sont concernées? Il doit y avoir un DPO dans toutes les boîtes de France? Potentiellement, toutes les boîtes sont concernées. C'est obligatoire pour les acteurs publics et globalement, si on se pose des questions sur la sensibilité des données, on a plutôt intérêt à désigner un DPO. Pourquoi? Parce que si jamais on a un problème, il faudra justifier du fait qu'on en a qu'à désigner. Donc il faut en désigner un, ne serait-ce que pour cette raison très pragmatique. C'est une désignation qui peut se faire en interne, donc ça suppose d'avoir une certaine taille pour pouvoir nourrir le DPO en pratique quotidienne. Et là-dessus, l'autre solution, c'est d'externaliser, qui peut être aussi c'est pas le sujet de ce soir, mais les deux solutions sont possibles.
avec les avantages et les inconvénients dans les deux cas. Donc le DPO, il a des devoirs parce qu'il sera responsable, il devra répondre un petit peu de l'organisation. Est-ce qu'il a des droits? Non, il n'est pas responsable. La réglementation est fondée sur une notion très claire, même s'il n'est pas toujours très facile à identifier, qui est celle de responsable de traitement. Pour faire simple, le responsable de traitement, c'est celui qui décide de la finalité du traitement et des moyens qui lui sont affectés. Globalement, c'est la direction d'entreprise et les mandataires sociaux et leurs délégataires, qui sont les responsables de traitement et qui sont responsables. C'est la personne morale et ses mandataires qui sont responsables. Le DPO, il a une vocation d'alerte, il émet des avis qui ne sont pas contraignants. Simplement, ce n'est pas forcément très évident d'aller contre son avis. Mais il a des possibilités aussi d'accès, il doit avoir accès à l'information, à un certain nombre de choses. Peut-être reprocher de ne pas fournir au DPO les moyens de faire son travail, mais le DPO n'est pas responsable directement. En revanche, s'il est complice d'un manquement du responsable de traitement, il tombe dans le cadre général de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on est responsable de ce que l'on fait. Quand on est majeur. On vient de parler d'un sujet assez touchy, assez lourd, donc le réglementaire. Est-ce que jusque-là, il y a des questions sur ce sujet, puisque du coup, on est encore dedans, et qu'on a des experts pour y répondre? Que ce soit au niveau donc, du trio gagnant, l'a dit, l'organisation et la culture d'entreprise, qui relaie la norme et la règle, et derrière avec des impacts techno. C'était très clair, bravo. Alors Mathieu, j'ai une question. Oui, tu veux un micro? Non, ça ira, merci. Je voulais demander un peu à l'assistance une question sur le phénomène des white hackers, les white hats, qui sont des personnes férues d'informatique et qui, elles, ont toujours une longueur, voire plus, d'avance sur les entreprises et les organisations. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs fois des white hats qui ont signalé des failles, des vulnérabilités, et qui sont retrouvés en procès, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Nancy. Et je veux savoir si les entreprises, un jour, les organisations en général, trouvent qu'il y a un intérêt à travailler avec des white hats qui, justement, en plus de l'aspect norme, réglementation, peuvent leur apporter cette longueur d'avance qui leur manquera toujours mécaniquement. Sur une plateforme genre le GitHub de la cybersécurité, quoi. Quelqu'un veut répondre? Bon, effectivement, la communauté des personnes qui sont capables de casser ou de tester un système, de le reverser, elle est assez diverse. Il y a effectivement des ingénieurs de sécurité qui sont assez bons et qui travaillent en solo, on va dire, hein, c'est ce que tu sembles évoquer. Donc oui, ça fait partie d'un grand bénéfice pour on va dire, la confiance globale. Longtemps, sont des personnes qui ont été obligées de monnayer ou de faire un peu de chantage. Enfin, il y avait une espèce de façon de faire qui était de prévenir la société, de dire voilà, j'ai trouvé quelque chose, on peut le monnayer. Enfin, c'était au cas par cas. Voilà, ça existe encore aujourd'hui. Par contre, ce qui existe, ce que moi je vois en tous les cas croître, c'est une communauté qui se réunit de plus en plus. Une communauté aussi qui se réunit, qui partage. Une communauté aussi qui est fédérée autour d'un système qui, peut-être vous en avez entendu parler, sont les plateformes de bug bounty, enfin de capacité à rémunérer un hacker qui fait de la sécurité. Et donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est en fait un fabricant d'un produit qui va dire tenez, enfin souvent c'est numérique, là je vous montre un objet mais souvent c'est purement logiciel, qui dit tenez voilà là j'ai un truc, le premier qui me le casse il a 10 000, 50 000, enfin voilà. Et ça c'est un moyen de fédérer un peu cette communauté, de leur assurer un certain revenu en fait, pour éviter qu'ils aillent vendre aux méchants, on va dire, les vulnérabilités qu'ils auraient trouvées. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il commence à y avoir une espèce de structuration de ces compétences-là autour de challenges très concrets, de dire voilà, tiens, le premier qui casse, voilà. Donc il y a plein de plateformes dans le monde qui existent pour pouvoir aller monnayer de la vulnérabilité. Donc ça s'organise. Est-ce que ça répond à ta question? Je parlais des white hats, ceux qui ne monnayent pas justement d'un service. C'est comme le cas concret d'un hacker en hackathon, en squat,
donc hors circuit, qui a identifié via Google, via un doc, que l'ANSSI avait des PDF confidentiels exposés sur Google. Et il l'a signalé, mais c'est comme si le côté législatif, juridique ne pouvait pas suivre, et que finalement, maintenant, ça décourage, et on s'oriente plus vers des plateformes classiques de bug bounty où on peut avoir des rémunérations. Ce sujet-là de l'attaque et de la rémunération d'une attaque qui est toujours un peu limite en termes de légalité, je pense que c'est un sujet qui reste compliqué aujourd'hui. Ça reste un sujet très compliqué. Ça reste un sujet très compliqué parce on peut se dire je suis un gentil hacker et je travaille pour le bien de l'humanité. Ouais, mais quand on va voir quelqu'un, on lui dit c'est 15 000, autrement je donne, c'est un peu ce qu'on appelle dans un autre business qui est le protection racket. Écoutez, vous avez vraiment besoin qu'on vous aide. Il parle pas de ça. Pardon ? Il parlait pas de ça, il parlait d'un truc qui fait de pur altruisme. Ouais. Oui, mais le problème aussi, c'est que pour avoir été RSSI pendant quelques années, il y a les purs altruistes, il y a les pas purs altruistes, et il y a toutes les positions intermédiaires entre les deux. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et que les mécanismes que tu évoquais, d'organisation de cette action bienveillante et citoyenne est intéressante. Mais le problème reste toujours le même, c'est-à-dire que à quel titre on peut s'autoproclamer justicier? Ben oui, si je fais du hacking éthique, je suis missionné par qui, à quel titre je le fais et comment est-ce que j'en vis. Donc c'est une situation qui est très ambiguë. Et sur les PDF de l'ANSSI qui traînaient et qui étaient accessibles sur Google, oui, c'est comme dire dans la rue, monsieur l'agent, votre pistolet traîne par terre, ça peut l'énerver. Donc ça c'est un problème aussi de gestion. Ce qui n'empêche que la faute est quand même du côté de l'ANSSI, il n'y a pas de photo. Et c'est des sujets qui sont délicats. On peut connaître effectivement des gens qui sont désintéressés et qui travaillent de manière désintéressée. Pour une organisation, faire la différence entre une assistance bénévole désintéressée et quelque chose qui pourrait être proche du chantage, n'est pas toujours aussi évident que ça à faire. Et malheureusement, parce qu'on a une population qui est très hétérogène dans ce domaine-là. On est peut-être en train de voir tout un marché qui est en train de se structurer, et comme tous les marchés qui se structurent, il y a un vide juridique, donc différents acteurs, et l'équilibre, on le trouvera peut-être dans les années à venir. Du coup, on a fini sur ce sujet réglementaire, et on arrive sur un sujet extrêmement pragmatique qui est mieux sécuriser pour mieux croître. Comment est-ce que la cybersécurité, c'est un levier de croissance pour ma boîte ? Il y a énormément de réponses que les speakers ont énumérées lors de notre call. Et donc, le premier sujet, on peut déjà le regarder sur un double axe, le B2B et le B2C, parce que le B2C, quand vous avez la certitude que sur un site, vous pouvez avoir confiance, maintenant vous achetez. Alors la confiance, c'était dans le e-commerce, mais maintenant, derrière, ça fait appel au GDPR et à toute la vie. Et du coup, sur ce sujet-là, on peut déjà peut-être en parler avec Benjamin et avec Julien, qui du coup nous avait donné quelques idées. Déjà, la distinction B2C, B2B, dans tous les cas, on parle d'organisation. Quel que soit le service, je ne pense pas que le consommateur se pose la question de façon objectivement, quel que soit. Il y a peut-être une demande supplémentaire en B2B parce qu'il y a un processus achat qui va structurer l'attente d'un donneur d'ordre par rapport à un sous-traitant. Culturellement, à la limite, on va être un peu dans une méfiance, un questionnement plus naturel, si ce n'est parce que nous-mêmes, nos propres clients vont nous poser des questions qu'on serait amené à poser également à des demandes, à des sous-traitants. Par contre, la question se pose plus, je pense, en termes de prise de conscience des menaces. C'est-à-dire qu'au final, les entreprises, y compris par rapport à la norme et à la certification, pour y revenir, elles évoluent en fonction aussi de ce que les consommateurs ou les entreprises leur demandent. Donc quand on se réfugie juste dans une logique, par exemple, qui est
chercher le HTTPS sur un URL pour dire le site est sécurisé, à un moment donné, ça a ses limites. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans le domaine bancaire, les doubles sécurisations, je pense que tout le monde commence à en avoir conscience, c'est plus suffisant. D'un point de vue, on parle de la voiture autonome, je poserai la question ici, combien sont prêts à acheter une voiture autonome? Je ne pense pas grand monde en l'état, parce qu'on commence aussi à être éduqué à des inquiétudes. Et d'ailleurs, juste sur ce point, là on a un bon bench de consommateurs, sur ton point, tout le monde ici, si on devait faire un test, est-ce que vous diriez que par rapport à il y a 2 ans, quand vous utilisez un service, un site web ou un truc connecté, est-ce que vous diriez que vous avez une conscience plus forte et une demande plus forte ou un sentiment plus fort sur qu'est-ce qui va se passer avec vos données? Est-ce que, on va peut-être lever la main, est-ce que vous en foutez toujours autant qu'avant, ou est-ce que depuis 2 ans, vous sentez que c'est plus fort, que même vous, ça vous gêne d'aller sur tel site, et que du coup, même sur un site où ça peut être moins cher, à l'étranger, ou si vous n'allez peut-être pas forcément faire appel à ce type de service, juste pour le prix, mais aussi pour d'autres choses qui sont la cybersécurité. Donc qui est-ce qui aujourd'hui est plus concerné par le sujet qu'il y a 2 ans? Vous êtes des fous. D'accord. Bon, désolé Julien, c'était pour faire un test. Nous sommes avec des fous de l'informatique au sens premier du terme. Mais c'est très intéressant, c'est pas dire l'expression de plein de choses si tout le monde n'a pas levé la main. Mais j'ai une formule, c'est pas pour sortir une phrase, mais la prise de conscience d'un risque est mesurable et répond à une définition précise. C'est pas pour faire des maths. Donc c'est à la fois égal au produit de la probabilité d'occurrence d'un accident. Donc déjà, ce qui sous-entend que ce soit pour vous ou l'entreprise, tant que l'accident n'est pas survenu, si on n'a pas écho des probabilités de ce qui se passe peut-être chez nos voisins ou ailleurs, on n'y fait pas trop attention, multiplié par les conséquences de l'accident. Donc c'est valable pour l'espérance mathématique. Voilà. Donc je n'étais pas au courant d'aller faire un cours de maths aujourd'hui. Voilà. À peu près à 21h, c'est toujours agréable. Donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment beaucoup de champagne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, les entreprises peuvent faire du développement sur la cybersécurité dès lors qu'elles sont capables de rassurer des parties prenantes, consommateurs que nous sommes ou tout client B2B, qu'elles ont pris conscience des risques. Donc c'est à elles d'introduire dans leurs services des anticipations et des formulations qui ne sont pas que marketing, que ce risque existe et qu'elles apportent des solutions concrètes, innovantes pour limiter le risque. Et surtout qu'elles communiquent elles-mêmes de manière très transparente. Par exemple, quand ça a été le cas pour Saint-Gobain, il y a 2 ans, quand il y a un incident, sur la nature de l'incident, par exemple, Renault l'a fait beaucoup moins bien. À peu près 1 an après, quand ils ont eu un incident, on ne comprend pas encore tout à fait le cheminement, c'est un tabou. Donc la transparence aussi en termes de gestion des incidents, des risques, et parfois c'est compliqué pour une entreprise à faire, est essentielle pour qu'y compris l'économie puisse fonctionner. Sinon, à un moment donné, il va y avoir un pied sur le frein de toute façon. Donc c'est un levier d'innovation. Oui, si on est transparent par rapport aux incidents, d'où le RGPD, là-dessus peut être une bonne opportunité. Si juste on ne se cantonne pas à dire le moins fort possible, on a eu une fuite de données, et le mieux limite le dire le plus fort possible presque, et expliquer, en faire une mea culpa, et expliquer d'où ça vient et ce qu'on fait pour y remédier. Et pour le faire, là-dessus, je reviens, mais désolé, mais la certification est un moyen d'y arriver, parce qu'à un moment donné, c'est un outil qui impose à une organisation d'être responsable. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas en général, mais ça pousse peut-être, plus qu'on l'est dans sa propre nature, à percer les abcès que si on n'était pas certifié, parce qu'encore une fois, on ne gère et on ne vit souvent qu'en fonction des risques qu'on a connus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, une entreprise, elle doit gérer en fonction aussi des risques qui ne sont pas survenus et aussi des risques qui sont survenus autour de nous. On parlait des hackers, pour finir là-dessus. On peut toujours se faire tester, mais il faut déjà rien qu'observer ce sur quoi nos concurrents ou confrères ou autres sont victimes tous les jours. Ça, déjà, il y a ça peut apporter beaucoup de solutions. Sauf qu'il y a peu d'entreprises qui le font. Donc c'est pas du bug bounty, ça c'est de la veille, j'allais dire menace. Et c'est une exigence d'ailleurs de la main. Alors on a parlé de la loi risque sur l'impact financier. Donc ça c'est le point de vue du risk manager. Et pour envisager le B2B, donc croître grâce à la cybersécurité B2B, on se pose du côté de l'investisseur avec la notion de ROI.
C'est l'investissement, combien ça va me coûter de mettre en place une norme ISO et combien ça va me rapporter en face. Et du coup, Benjamin, peut-être qu'on peut regarder ça. Sur la question, effectivement, de la compétitivité du ROI, c'est pas facile à chiffrer. Moi, je dirais qu'il y a 3 aspects. Il y a un premier aspect, merci, je vais y arriver, qui est assez évident vis-à-vis des clients. Je pense pas que 27001 sont encore... Julien, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas encore beaucoup de sociétés en France qui sont certifiées. Donc, je ne pense pas que ça soit encore une référence de marché, que ça parle à tout le monde. Néanmoins, quand on arrive vers un client, qu'on peut se prévaloir de cette norme, d'avoir traité tous les risques de cybersécurité, les risques d'organisation, des fuites d'informations, en particulier pour tous nos clients avec lesquels on traite des centres de services, des bureaux d'études, qui vont nous confier beaucoup de données qui peuvent être très confidentielles, voire des données qui sont pour eux capitales dans leurs produits, ce qu'ils vont mettre sur le marché et autres. Je pense que c'est un premier aspect sur lequel on peut être un acteur de confiance et donc ça peut amener de la compétitivité. Ensuite, je me suis rendu compte, alors on l'a fait sous le prisme de la sécurité ou de RGPD, on avait beaucoup revu nos process, nos façons de travailler, et je me suis rendu compte qu'au final, on avait recherché l'efficacité, on avait changé un certain nombre de choses en interne, dans nos pratiques, dans nos process, dans la relation qu'on a avec nos fournisseurs, dans un certain nombre de sujets qui font que, en fait, juste en faisant cet exercice, on avait amené de la valeur à l'entreprise, on avait évité de dépenser pas mal d'argent inutilement sur des choses qui ne servaient plus, ou alors des gens qui partaient, on oubliait de couper des accès ou des choses comme ça, on continuait à payer des licences. Des exemples un peu bêtes comme ça, qui font qu'on a aussi récupéré indirectement l'efficacité de l'argent par ces moyens. Et puis après, bon, on n'a pas encore vécu, j'espère que ça n'arrivera pas, mais on gagne aussi en compétitivité dans la mesure où, avec un plan de continuité d'activité ou la mesure de nos risques, notre capacité à rebondir en cas de problème, on évitera un peu le problème qui lui est le rend depuis 3 jours où ils ont des centaines, voire des milliers de personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont mis tout leur système d'information à l'arrêt. C'est aussi une manière pour nous de pouvoir continuer à travailler. Et puis, rassurer nos clients. Et puis cette initiative, en plus, je crois qu'elle t'a permis de travailler avec un énorme client en plus. À la base, effectivement, la demande venait de notre plus gros client qui nous a demandé de certifier 27 000. Donc ça nous a permis de continuer à travailler avec lui. Et il le demande plus. Et c'est ça qui est... Ah, les salauds. Et le pire, c'est qu'ils ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Et ils ne le demandent plus parce que les fournisseurs ne suivent pas. Ils n'arrivent pas à être certifiés. Donc c'est assez intéressant. Donc ils ont revu leurs exigences. Et du coup, il faut quand même que ça serve à quelque chose, malgré le fait que ce soit plus mandatory pour bosser avec eux. Est-ce que quand même vous avez un train d'avance par rapport aux autres fournisseurs qui ne l'ont pas fait? Est-ce que quand même c'est un peu valorisé par le client au moment où vous avez la direction des achats, au moment où vous avez des congés légaux avec eux? C'est surtout une vraie nécessité. Moi, je suis le responsable de la Freebox en 2012 et je préfère être le responsable d'une société certifiée qui a conscience du risque. Même si les deux sont amusants, finalement, il y en a un qui me semble plus porteur que l'autre. Wow. Sur le sujet, il y a un sujet tout bête en fait quand on utilise Internet et qu'il y a le GDPR et qu'on aime bien la cybersécurité, c'est qu'on a de plus en plus de friction quand on utilise un site web. Il y a des contrats super longs, il faut scroller, il y a des trucs, des mises à jour, tout ça. Et du coup, il y a de la friction qui peut derrière baisser l'usage, la fidélité, et derrière vous faire exploser un taux de rebond, que sais-je, tout ça. Virginie, toi, tu avais des solutions par rapport à ça sur la tech, notamment avec des outils de biométrie et de machine learning. Oui, donc ça fait partie en fait des aspects positifs du développement de nouveaux usages, de nouvelles technologies telles que la biométrie ou du machine learning. C'est aujourd'hui, donc, pour pouvoir accéder à un service, l'utilisateur final, du coup je parle en B2C, l'utilisateur final a besoin de se créer une identité et ensuite de vérifier cette identité pour pouvoir accéder au service. Ce contrôle de l'accès au service, c'est clé parce que ça permet de facturer la bonne personne, d'avoir une notion de responsabilité. Oui, j'ai bien consommé ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même important d'avoir cet accès contrôlé au service. Aujourd'hui, d'un point de vue technologique, tu as évoqué tout à l'heure le deuxième facteur d'authentification, le fait qu'on vous envoie un OTP
OTP qui est toujours un petit peu relou, ou d'avoir son code donné par sa banque, qu'il faut jouer sur le rectangle là, qui est un petit peu casse-pied. Aujourd'hui, il y a des choses qui permettent d'aller plus vite. Donc c'est notamment le machine learning. Donc machine learning, vous connaissez à peu près tous, c'est la capacité d'un logiciel à pouvoir faire de la prédiction sur la base d'un comportement connu ou des histoires passées. Donc comment est-ce que typiquement cette technologie peut venir aider sur cette notion d'accès à un service ? De manière assez simple en fait, lorsque vous faites de l'enrollment, lorsque vous voulez vous enregistrer sur un service sensible, il arrive maintenant parfois que votre identité numérique à créer là, le fournisseur de services doivent, par régulation, l'associer à votre identité régalienne, votre carte d'identité, votre passeport que vous allez prendre en photo et balancer en fait avec un selfie pour aller avec, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est fort en termes de régulation. C'est important d'appliquer cette chose-là pour créer l'identité numérique. Mais c'est souvent un frein à la consommation du service. Souvent, si c'est trop long, on laisse tomber, etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de faire du matching très rapide sur les documents et de pouvoir accélérer à la fois en fait, la performance, c'est-à-dire être sûr que le document qui a été envoyé est un vrai document, donc ça rassure encore plus le fournisseur de service, et en même temps de donner la réponse plus rapidement. Donc ça veut dire que le consommateur du coup se retrouve dans une situation de franchir très rapidement cette étape un peu pénible de vérification d'identité. Sur la partie accès, donc vérification, effectivement les systèmes biométriques permettent aussi, donc biométrie ça veut dire aussi bien des choses qui sont relatives à votre physique, hein, donc ça veut dire votre visage, vos doigts, votre iris, votre voix, des choses comme ça, votre barbe. Ça peut être très stable d'abord. Mais il y a également tout ce qui est biométrie silencieuse qui vont être liées à votre comportement, la façon dont vous tapez sur le clavier, la façon dont vous allez marcher dans la rue, voilà, toutes ces choses-là qui sont captées par accéléromètre ou par intrusion, on va dire, sur le keyboard. Donc, ça, ce sont des choses qui accélèrent. Ça pose évidemment des questions de protection des données qui sont récupérées. Qui sont collectés, mais en tous les cas, c'est un des rares cas où on voit que la technologie va venir accélérer et rendre plus performante, en fait plus sûr, l'accès au service. Merci. Juste un petit point complémentaire là, sur cet allègement du parcours client. Donc il y a effectivement le recours à un certain nombre de technologies permettant d'identifier de manière beaucoup moins lourde et de manière assez fiable un individu. Et puis, il y a des avancées intéressantes dans le GDPR. En particulier, il y a la possibilité d'utiliser des icônes, de travailler la manière dont on informe les personnes pour obtenir le consentement. Donc, si on fait le consentement ou marquer l'information de la personne, c'est quand même deux notions qui sont un petit peu différentes. Et donc là, on a la possibilité, dans le cadre du GDPR, de sortir de l'obligation de présenter un texte écrit, rédigé, qui finalement se retrouve en police 8 parce que autrement ça ne tient pas, et qui est payé. Donc en fait, on a à la fois, globalement, le GDPR appellerait plutôt à utiliser ce type de technologie pour faciliter l'expérience client. Donc en fait, il y a des opportunités qui sont à saisir dans ce domaine. Et c'était justement le mot final. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a évidemment énormément de sujets, tout ça est un petit peu complexe, mais qu'en réalité, ça cache énormément d'opportunités. Je vous invite du coup pour la suite, alors déjà peut-être à nous poser des questions si vous en avez. Oui, je t'en prie. Faut-il faire confiance aujourd'hui au dossier médical partagé ? Lourd sujet, public sur la marotte, l'Arlésienne du DLP qui a fini par sortir. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Alors déjà, je me dis qu'il y a des hébergeurs santé qui sont complètement mobilisés là-dessus. Oui, Xavier Bertrand n'est pas là, qui est le mec quand même qui a poussé le truc grave, donc on vous le fera bien la prochaine fois. C'est l'île de Paris, c'est pas très long. Mais une réponse peut-être, ou alors on botte en touche et on appelle Xavier Bertrand pour la prochaine fois. Voilà. C'est Juste 06 si tu veux. plutôt à Agnès qu'il faudrait poser la question. J'ai pas entendu, pardon. C'est plutôt à Agnès Bussin qu'il faudrait poser la question. D'accord. Je ne sais pas s'ils ont laissé à la norme 27001 chez la
CNAM, peut-être. L'obligation est associée aux hébergeurs de données de santé. Donc, on considère en effet que la CNAM est amenée à traiter des données. À un moment donné, elle n'a pas forcément l'obligation elle-même. Tout dépend à qui et comment elle gère et elle stocke ces données. Ceci étant dit, il faut savoir que l'obligation à l'hébergeur de données de santé a ses limites. Parce qu'évidemment, et là on ne peut qu'encourager à ça, un organisme, même s'il n'est pas amené contraint réglementairement, lui-même voit à un moment donné passer ses données par ses propres réseaux. Lui-même a une responsabilité sociétale. Par exemple, si toutes les CNAM de France étaient certifiées, je pense que ça adresserait... alors non pas que la 27001 est la panacée, elle peut aussi sûrement s'améliorer, mais c'est un cadre aujourd'hui reconnu dans le droit européen. D'ailleurs, les États n'ont pas le droit de développer à ce jour d'autres référentiels, sauf s'ils démontraient qu'ils étaient plus efficients que l'ISO 27001. C'est pour ça que c'est dans le droit français depuis peu. Mais par contre, ça adresserait un message aux citoyens. Donc on peut élargir le sujet à bien des registres sociétaux, qui fait qu'à un moment donné, l'État peut-être devrait adresser un certain nombre de messages plus incitatifs, non pas cantonnant aux hébergeurs de données de santé, ce serait pas mal. Et y compris les citoyens peuvent aussi pousser dans ce sens-là, d'une certaine manière. Parce que la question peut amener à des boycotts aussi. Si on n'a pas confiance dans ce dispositif, pour des raisons X, Y, si toute la chaîne peut-être n'était pas garantie d'une certaine manière, on ne l'utilisera pas. Donc il faut se poser les bonnes questions avant de lancer des bonnes intentions. Il faut aussi inciter à ce que les acteurs, donner les moyens financiers aussi, peut-être par des biais économiques d'aide aux entreprises, pour qu'ils puissent se faire certifier aussi. Je vous propose de continuer le débat sur la partie cocktail et du coup de demander à Julien, Paul-Olivier, Benjamin et Virginie s'ils ont d'autres conseils à vous donner, mais dans un cadre un peu plus informel. Merci à tous, je vous propose de vous lever et de les applaudir.